C'est noté. Bon. C'est vrai qu'on aurait une excuse d'avance. Mais... Alors, je vais commencer par faire l'appel. Alors, Nicole Guérin. Francine Dardenne. Éric Pétieux. Catherine Guigli, qui a donné pouvoir à Francine Dardenne. Fanny Bovetto. Maurice Dufour. Maurice Dufour est hospitalisé et il a donné pouvoir à Nicole Guérin. Monsieur Yvon Aiguier. Monsieur Gilles Martinez m'a donné pouvoir. Marie Marchello. Bruno d'Aventure a donné pouvoir à monsieur Mohamed Jeffal. Madame Renée Pételet. Monsieur Mohamed Jeffal. Madame Claude Jiménez. Elle va arriver en retard. Dans l'intervalle, a donné pouvoir à Madame Pételet. Monsieur Romain Grisca. Madame Baldener. Monsieur Monnier. Absent, au dernier moment. Il y a un pouvoir? Non. Madame Mulac. Monsieur Jean-Franck Vieujas. Monsieur Jean-Pierre Sevrez. Madame Forjoux, Anne-Marie. Monsieur Roger Guglielmetti. Monsieur Guillermite. Monsieur Jean-Louis Chevalier. Monsieur Pierre Leroy. Monsieur Jean-Marius Barnéou a donné pouvoir à monsieur Vieujas. Madame Catherine Blanchard. Madame Martine Alire. Monsieur Nicolas Galliano. Monsieur Gilles Perly. Monsieur Émeric Salle. Monsieur Thierry Bouchier. Présent. Monsieur Olivier Fons. Monsieur Sébastien Fine. Madame Patricia Arnaud. Donner pouvoir. À monsieur Sébastien Fine. Et monsieur Charles Perrineau n'est pas là. Très bien. Je vous remercie. Je fais circuler. Voilà. Bien, je vais vous demander d'approuver le compte-rendu du Conseil communautaire du 19 décembre 2017. Est-ce qu'il y a des remarques? S'il n'y a pas de remarques, je mets ce compte-rendu aux voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. J'ai oublié de désigner le secrétaire de séance. Ou la secrétaire de séance, il n'y a pas de volontaire. Tu veux bien? Monsieur Sevrez. Parfait. Merci, monsieur Sevrez. D'autre part, je vous demande de prendre acte des décisions signées par moi-même. Est-ce que sur ces décisions, il y a des interventions, des questions? Non? Donc, il n'y avait pas d'arrêté du président, donc il n'y a que des décisions du bureau et des décisions du président. Donc, s'il n'y a pas de remarques, je mets aux voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Donc, nous allons maintenant passer à la première délibération, qui concerne la démission de Madame Tiffaine Berthet-Boutaric de Saint-Chaffray. Alors, Madame Tiffaine Berthet-Boutaric, par courrier du 7 décembre, a annoncé sa démission du conseil municipal de Saint-Chaffray. Il en résulte donc qu'elle n'est plus conseillère communautaire. Il s'avère que les conseillers municipaux pouvant être désignés conseiller communautaire en remplacement d'un Berthet Boutaric
en vertu des dispositions du Code électoral, l'article L270-10, ont refusé le mandat de conseillère communautaire. Alors, je vais quand même vous lire la lettre du préfet concernant cette affaire. Remplacement, c'est une lettre qui était adressée par Madame la préfète à Madame le maire de Saint-Chaffray. Par courrier transmis par voie électronique le 12 janvier 2018, vous me demandez quel est l'élu qui doit occuper le poste de conseiller communautaire devenu vacant suite à la démission de son poste de conseillère municipale de la tête de liste de l'opposition. Les conditions de remplacement d'un conseiller communautaire sont prévues par l'article L273-10 du Code électoral et explicitées par la circulaire du 13 mars 2014 relative à l'élection et au mandat des assemblées des exécutifs municipaux et communautaires. Cet article précise que lorsque le siège d'un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe, élu conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement, suivant la liste des candidats au siège de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller a été élu. Lorsqu'il n'y a plus de candidat élu conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement pouvant le remplacer sur la liste des candidats au siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement de même sexe élu sur la liste correspondante des candidats au siège de conseiller municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire. Lorsqu'il n'existe pas de conseiller municipal ou de conseiller d'arrondissement pouvant être désigné en application des deux premiers alinéas, le siège de conseiller communautaire reste vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal de la commune. En l'espèce, Madame Berthet Boutaric doit être remplacée par une femme. Or, elle était la seule élue municipale candidate au poste de conseillère municipale. Madame Cros-Poncin ayant refusé de prendre le poste de conseillère municipale suite à la démission de Madame Berthet Boutaric, le poste de conseiller communautaire pouvait échoir à Madame Ferrari, qui n'était pas candidate à ce poste aux dernières élections, mais élue au conseil. Alors, dès lors que cette dernière refuse de prendre ce poste, et vu qu'il n'y a pas d'autres élus de sa liste, le poste restera vacant. Voilà. Alors, j'ai effectivement reçu un courrier de Madame Ferraris qui me dit, pour des raisons personnelles, je ne peux accepter ce poste et vous prie de bien vouloir m'en excuser. Je regrette vivement que la réglementation en vigueur ne tienne pas compte du souhait des candidats, souhait que je n'ai pas émis en juillet 2016. Je tenais à vous avertir personnellement de ma décision qui n'est pas sans conséquence pour ma commune, mais je ne peux accepter en sachant qu'il me sera très difficile de respecter les engagements qui en découlent. Jour 1, cordialement, Madame Ferrari. Voilà. Voilà donc un point d'information, puisque je ne veux pas vous demander de voter sur quelque chose qui n'a pas lieu. Moi, je veux quand même faire une remarque. Faites, Madame, faites. Monsieur le Président, donc, ben voilà, je regrette vraiment, je déplore même que Madame Ferraris ne prenne pas ce poste, puisque la commune a quand même, au sein de la Comcom, une part importante du fait de sa population, et qu'elle laisse un poste vacant avec une Comcom qui a de plus en plus de compétences. Voilà, je tiens quand même à le signaler, que c'est vraiment très dommage pour la commune. Merci. Bien, nous en prenons acte. Malheureusement, cela ne dépend pas de nous. Très bien. Alors, la délibération suivante concerne la désignation du 11e vice-président. Alors, pour information, donc, le 6 juin 2017, le Conseil communautaire a procédé au vote par scrutin secret et proclamé élu en qualité de vice-président de la communauté de communes de Briançonnais, et en précisant que les intéressés ont déclaré accepter ces fonctions. Il s'agit donc de M. Sébastien Fine,
de M. Jean-Louis Chevalier, de M. Thierry Bouchier, de M. Pierre Leroy, de M. Jean-Pierre Sevrès, de M. Olivier Fons, de M. Guy Hermite, de M. Gilles Perly, de Mme Anne-Marie Forjoux et de Mme Catherine Blanchard. Le poste de 11e vice-président n'ayant pas été pourvu lors du Conseil communautaire du 6 juin, le Conseil communautaire est appelé à élire le 11e vice-président de la communauté de communes du Briançonnais. Pour mémoire, les vice-présidents sont élus selon les mêmes modalités que le président, au scrutin secret uninominal à 3 tours. Il est donc procédé à autant de scrutins que de vice-présidents. 2 premiers tours scrutin à la majorité absolue, 3e tour à la majorité relative. En complément du président et des vice-présidents, le bureau peut être amené à composer d'autres membres qui ne sont ni présidents ni vice-présidents. Voilà. Donc, personnellement, et je ne suis pas le seul, un certain nombre d'élus m'ont demandé d'aller dans ce sens. Je propose la candidature de M. Vioujas, parce qu'il me semble totalement anormal que sa commune reste à l'écart des débats et des décisions qui sont prises dans cette assemblée. Donc il me semble indispensable que la commune de Servières soit représentée, et comme nous avons fait le choix que chaque commune est représentée par son maire, c'est dans ce sens que je sollicite votre vote en fonction de cet objectif, à savoir l'élection de M. Vioujas comme 11e vice-président. Oui, M. Guillermite. Oui, j'ai fortement milité, Monsieur le Président, et je vous remercie de me donner la parole pour faire en sorte que notre collègue, maire de Servières, en cette qualité, soit non pas réintégré, mais intégré dans des responsabilités dont un certain nombre de maires et d'entre nous estiment qu'elles sont, par-delà l'élu, en responsabilité d'une population représentée. Et je vous suis reconnaissant, quel que soit l'avis, parce que nous en avons encore échangé avant ce conseil communautaire, et je réinterviens auprès de toi pour te solliciter et te dire que ce qu'avec le président n'ont pas décidé, mais en tout état de cause convenu, si le terme est exact, c'est que la place dévolue au maire de Servières, au nom de sa population et tout simplement de la complétude de notre Assemblée, puisse être, et de ta part, envisagée avec une certaine forme de bienveillance et la reconnaissance d'un respect que nous tous, maires et conseillers communautaires, nous devons non seulement à M. Vioujas, mais aussi à la fonction représentée. Monsieur le Président, je vous témoigne ma plus vive reconnaissance, cher ami. Nous avons suffisamment échangé et je souhaite vraiment que tu puisses intégrer, pas réintégrer, intégrer une place qui est naturellement dévolue à la population ici représentée par toi. Oui, Monsieur Vioujas. Merci de votre attention à tous les deux. Personnellement, je ne suis pas candidat à être vice-président. Vice-président sans délégation, excuse-moi Catherine, ça ne signifie rien pour moi. Aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi ce serait en session de rattrapage. J'ai bientôt 70 ans, j'en ai jamais eu besoin. On ne va pas commencer aujourd'hui. Je n'ai pas changé. Il y a toujours la même population autour de cette table. J'ai toujours autant d'adversaires. Je ne vois pas pourquoi subitement je serais vice-président alors qu'il y a 6 mois, je n'ai pas été élu. Donc je reste sur cette position. Je suis maire de Servières. Lorsque vous avez besoin, je suis à votre disposition. Je participe aux commissions. Mais le rôle de vice-président ne m'intéresse pas et je ne m'en sens pas digne puisque je n'ai pas eu une majorité il y a 6 mois. Il n'y a pas de raison que la majorité ait changé. Je suis toujours le même. J'ai toujours la même position. Donc merci. Oui, enfin, d'abord, on élit le vice-président. Après, pour lui trouver une fonction, c'est pas un problème. On peut trouver une fonction, surtout si tu le désires. Moi, je reste quand même sur la proposition que j'ai faite, à savoir qu'il y ait une élection du 11e vice-président, parce que je regrette que les Serverins soient éloignés en permanence de débats auxquels tu ne peux pas participer ou ne veux pas participer. Donc, moi, il me semble indispensable aujourd'hui, c'est bien que tu prennes la voix de M. Jean-Marius Barnéou, qui lui n'a jamais souhaité siéger ici, mais je pense que c'est mieux que tu sièges en tant que vice-président pour représenter ta commune et la population de Servières. Voilà. Non. Vous invitez le maire est présent. Le vice-président, on ne revient pas sur une décision qui a été prise il y a 6 mois.
on revient quand on veut sur une décision. Il n'y a rien qui est arrêté de manière définitive. Moi, j'ai été humilié il y a 6 mois, ça me suffit, je ne reviens pas dessus. Oui, Anne-Marie. Oui, merci Monsieur le Président. Moi, je me permets d'intervenir, Jean-Franck, parce que tout comme Guy et tout comme d'autres, on a milité effectivement pour qu'aujourd'hui cette élection ait lieu. Non seulement il nous semble indispensable que tu sois vice-président à nos côtés. Aujourd'hui, on vit une situation qui est complètement abracadabrante. Et deuxièmement, il y a des habitants à Servières qui ont besoin d'être représentés en permanence à la CCB. Alors on partage, l'élection dans laquelle nous avons été élus a eu son lot de surprises, son lot de déconvenues. Voilà. On est dans une communauté de communes où on devrait trouver des accords pour travailler, pour être plus fort, pour aller plus loin. Parfois c'est pas le cas et on le regrette vivement. Je crois qu'il ne faut pas rester là, on est des élus, on est responsables. Quand on s'est présenté, on sait que ce n'est pas toujours facile. Et moi, j'insiste auprès de mes collègues, avec mes collègues, pour te demander d'être présent et d'accepter cette vice-présidence et d'être présent autour de la table quand on débat dans nos rares réunions des vice-présidents. Merci. Oui, M. Grisca. Merci, Monsieur le Président. Oui, Jean-Franck, effectivement, comme Anne-Marie vient de le dire, la réunion dans laquelle vous avez tous été élus était un petit peu bizarre, si je peux oser le mot, puisque voilà, on ne savait pas à l'avance quels étaient les candidats. Aujourd'hui, on vient de déplorer qu'un membre de la commune de Saint-Chaffré ne puisse pas venir siéger dans l'Assemblée. Et d'ailleurs, je partage les propos de Catherine Blanchard. C'est regrettable. Nous-mêmes, on avait exprimé ici à plusieurs reprises que ce soit regrettable que 4 élus de Briançon ne puissent pas au moins être représentés, pas en vice-président, mais au moins à l'intérieur du bureau. On l'a dit à de nombreuses reprises. Et on représente voilà, un certain nombre de voix sur Briançon et de population. Toi, tu représentes une commune. Donc effectivement, en 2014, les choses elles étaient différentes. Il y avait plusieurs élus par commune au sein de cette assemblée. Aujourd'hui, tu es tout seul. Je trouve regrettable, déplorable, voire même pire, si tu n'es pas membre du bureau. La collectivité aujourd'hui est pour balayer toutes les collectivités des Hautes-Alpes. C'est une collectivité qui est intégrée avec énormément de compétences, bien plus que l'ensemble des collectivités du département, des intercommunalités du département. Donc vraiment, que ta population ne soit pas représentée au sein de ce bureau, je trouve ça dommage. Donc voilà, je t'invite vraiment à participer à ce bureau et ce que j'ai envie de te dire, c'est que le vote qu'il y a eu il y a 6 mois, il ne faut pas en tenir compte parce que si, non mais Jean-Franck, je suis d'accord avec toi, sauf que si on ne se présente plus à une élection qu'on a perdue, à ce moment-là, il faut arrêter la vie politique. On ne se représente pas à la même assemblée. À l'Assemblée. Donc l'Assemblée est toujours la même. Moi j'ai été... Non. C'est des discours, il fallait les tenir après le premier tour, pas 6 mois après. C'est un peu compliqué. Voilà. Non, moi je reste sur ma position. Et j'ai mon conseil municipal avec moi, rassurez-vous. Je veux dire que ce qu'on veut simplement, c'est que l'équité des représentations soit respectée. C'est tout. Voilà. Donc il ne s'agit pas de dire j'ai ma population derrière moi ou pas. La question elle n'est pas là. Elle est qu'aujourd'hui, la population de Servières, dans certaines instances, n'est pas représentée. Et donc je le regrette. Par votre choix. Il y a des gens qui ont voté. Aujourd'hui, on propose d'autres votes. Les choses évoluent. Il y a des gens qui, il y a quelques années, n'auraient pas été élus. Ils ont été élus par la suite. Les gens changent, les opinions changent. Mais bon, si on se bute, c'est sûr qu'on ne peut pas déboucher sur une solution. Voilà. Et je le regrette. C'est ton dernier mot? Bien, écoutez. Puisqu'il en est ainsi, il n'y aura pas d'élection de 11e vice-président. Bien. Nous allons passer maintenant à la délibération. Oui, tu peux l'enlever. Alors, nous allons parler maintenant de l'Office du tourisme du Briançonnais et de la désignation de 2 représentants au sein du conseil d'administration. Et c'est M. Gilles Perly qui rapporte.
Le conseil d'administration de l'Office du tourisme du Briançonnais donc est constitué de 2 collèges. Donc il y a un premier collège constitué de 8 élus représentants de la CCB et un second collège constitué de socioprofessionnels. Donc le collège 2 est constitué de 14 sociopros, avec une certaine répartition, des représentants des hôtels, restaurants, résidences de tourisme, des commerçants, artisans, professions libérales, gestion du téléphérique de la Grave, représentants des domaines nordiques, représentants des associations guides de montagne, la protection du patrimoine, enfin bon voilà, j'ai toute une liste. Donc parmi ces 14 sociopros, 7 sont des représentants du secteur de la Grave, Villard d'Arène, 5 du secteur de Névache, Val-des-Prés, 2 des représentants des secteurs Puy-Saint-Pierre, Puy-Saint-André, Villars-Saint-Pancras et Servières. Donc il a été décidé que le conseil d'administration pourra inviter toute personne de son choix à assister aux réunions avec voix consultative. Donc membres d'autres OT de la CCB éventuellement. Donc l'association est administrée par un bureau constitué d'un président qui sera issu du collège 2, donc plutôt des sociopros. Et après un premier vice-président issu du collège 1, un second vice-président du collège 2, et ainsi de suite. Donc lors du conseil communautaire du 19 décembre, 6 élus sur 8 avaient été désignés. Donc Jean-Pierre Sevrez pour la Grave, Jean-Louis Chevalier pour Névache, Pierre Leroy pour Puy-Saint-Pierre, Sébastien Fille, Puy-Saint-André, pardon. Pas se tromper. Il est peut-être candidat à la suite. Sébastien Fine pour Villars-Saint-Pancras, Olivier Fons pour Villard d'Arène et Thierry Bouchier pour Val-des-Prés. Donc le bureau du 22 janvier a émis un avis favorable quant à la désignation de 2 conseillers communautaires manquants au sein du collège 1. Donc voilà, aujourd'hui le conseil communautaire est sollicité parce qu'il faut effectivement trouver parmi les communes représentantes deux représentants manquants au sein de la CCB pour ce conseil d'administration de l'Office du tourisme du Briançonnais. Donc, est-ce qu'il y a des candidats? Sébastien. Dans l'idée de la représentativité au niveau du territoire, donc il y avait 4 élus au niveau du secteur Les Puys, Villars, Saint-Pancras et Servières. Donc à l'heure actuelle, il n'y a que 2 représentants élus au niveau de ce secteur-là. Il serait bien que des maires ou des conseillers puissent participer à ces réunions de l'Assemblée du Conseil d'administration en termes de représentativité du territoire. Voilà. Des propositions à faire? Ben moi, s'il n'y a pas de représentants maires sur ce conseil d'administration, notamment concernant les communes de Puy-Saint-Pierre et de Servières, Patricia Arnaud sera candidate. Il en manque encore un, oui. Donc il manque encore un candidat, malheureusement. Donc la solution qui nous paraît la plus évidente est d'accepter une candidature d'un représentant de Briançon, donc pour compléter le poste du collège 1 de ce conseil d'administration de l'OT. Donc je ne sais pas s'il y a des candidats pour Briançon. Excusez-moi, oui, je peux me présenter effectivement à ce conseil d'administration de l'Office du tourisme du Briançonnais. Les discussions et les propositions, donc il y aurait la proposition de Patricia Arnaud.
et celle... Hein? Servière n'en veut pas non plus? Non. Non, mais... Non, je ne sais pas pourquoi, mais... D'accord. Donc, Patricia Arnaud et Francine Dardenne sont candidates. Donc, je mets cette proposition au vote. Y a-t-il des gens qui sont opposés à cette désignation, qui s'abstiennent? Donc, monsieur, ça y est. Attention. Un petit délai de retard. Donc, non, il y a madame Blanchard, monsieur Vioujas, monsieur Hermite, madame Anne-Marie Forgeau, monsieur Guglielmetti, monsieur Salle, monsieur Grisca et madame Mulac. Et les pouvoirs qui vont avec. Et madame Valdener qui a pris un temps de réflexion. Oui, ben oui, c'est bien ce que je dis. Bon. Donc, avec les pouvoirs, ça fait combien, ça? Vous n'avez pas tout noté? Monsieur Vioujas s'est abstenu ou il a voté contre? C'est abstenu. C'est abstenu. Donc, on n'a que des abstentions, en fait. Oui. Bon. Très bien. Donc, que des abstentions, pas de vote contre, on est bien d'accord? Oui. Très bien. Donc, vote à l'unanimité. Modification du tableau des effectifs, c'est monsieur Sébastien Fine qui rapporte. Oui, monsieur le président. Donc, il vous est proposé que suite à la réorganisation des services du pôle ressources et administration générale, un agent qui était en charge du secrétariat RH à temps complet a été nommé au niveau de l'assistance administrative et technique au sein du pôle secrétariat, au sein du service fonctionnement institutionnel. Ainsi, on vous propose de créer un poste permanent d'adjoint administratif de catégorie C à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires par semaine pour remplacer cet agent au secrétariat RH. En parallèle, il vous est proposé de supprimer un emploi non permanent d'adjoint administratif de catégorie C de la filière administrative à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires, créé initialement pour renforcer le service RH à raison d'un croissant temporaire d'activité. Vous avez le coût du poste pour une année entière chargée était environ de 32 500 euros. À l'heure actuelle, le poste avait un coût pour la collectivité de 30 000 euros par an. Le bureau a donné un avis favorable le 22 janvier et le conseil communautaire va donc être sollicité pour la suppression et la création de ce poste. Concernant le service ressources et administration générale, il vous est proposé la création d'un emploi permanent et la suppression d'un emploi permanent suite au départ pour cause de mutation du responsable de marché public et suite à la transformation pour le besoin de la collectivité dans l'intérêt de service du pôle ressources administration générale. Il vous est proposé dans le cadre du recrutement à venir de créer un emploi de catégorie A dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux à temps complet pour le chef de pôle ressources et administration générale. Il est également procédé en parallèle à la suppression du poste d'attaché territorial. Le coût généré par cette création de poste pour une année entière se situera entre 48 000 euros environ et 64 000 euros. Avec, pour mémoire, le coût chargé du poste qui est supprimé était de 64 000 euros. Le bureau a donné un avis favorable le 22 janvier 2018. Également, toujours au niveau du service administration générale, suite au départ pour cause de mutation du responsable juridique des achats et suite à la transformation du besoin de la collectivité dans l'intérêt de service, il est proposé également de créer un emploi permanent de catégorie B du cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux à temps complet pour le service administration générale juridique achat afin que l'agent puisse exercer des fonctions de gestionnaire des marchés publics. Il est procédé en parallèle à la suppression du poste d'attaché territorial de catégorie A à temps complet. À titre indicatif, le coût du poste supprimé était d'environ 45 000 euros par an et il est proposé dans le cadre du recrutement en fonction du profil qui sera recruté, que le poste varie entre 30 700 euros et 63 000 euros avec
pour nous, en termes de recrutement, l'objectif de ne pas dépasser les 45 000 € du brut chargé. Le quatrième point, c'est au niveau du service de gestion et valorisation des déchets, c'est de créer 3 postes de nouveau non temporaires, au regard des conditions climatiques et difficiles de cette saison hivernale, sur ce qui exercerait des missions de reaper et de chauffeur reaper sur le grade d'adjoint technique. Le coût généré de ces créations de postes pour une année entière est de 35 000 € par an pour un agent et à proratiser en fonction du nombre de mois. Le bureau avait donné un avis favorable en date du 22 janvier 2018. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, pas d'interrogations. Je vais juste préciser que le poste du service administration générale juridique et achat, on est obligé de créer parce que la personne qui est partie est simplement en disponibilité. Donc si on veut embaucher quelqu'un, il faut qu'on crée un poste supplémentaire, sauf qu'un jour peut-être cette personne partira. C'est tout le problème de la disponibilité qui pose un problème au niveau de la gestion du personnel. Voilà juste ce que je voulais préciser. S'il n'y a pas de questions, je mets cette délibération aux voix. Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? À l'unanimité, je vous remercie. Délibération suivante concerne la validation du plan d'action 2018 relatif au document unique de recensement des risques professionnels. Et c'est toujours M. Fine qui rapporte. Donc les membres du CHSCT, lors du dernier CHSCT en date du 23 novembre 2017, ont été appelés à valider les propositions du plan d'action au titre de l'année 2018. Je vous rappelle que le document unique mis en place dans la collectivité fait état de 2 parties. Une partie dit risque physique. Ce document unique a été mis en place en 2014 et en 2015 a intégré, un autre document unique a été réalisé au niveau de la régie des ordures ménagères. Mais comme vous l'entendez, un document unique est unique, donc du coup, les 2 documents ont fusionné pour en former qu'un. Il est proposé pour 2018, concernant les risques dits physiques, de s'attabler et de travailler autour de toutes les unités qui présentent un caractère de risque qui est coté en rouge. Alors je pense que vous avez eu les tableaux. Si tel n'était pas le cas, je peux simplement vous dire qu'il y a à peu près 1, 2, 3, 4, une vingtaine d'actions qui sont ciblés cette année et qui concernent les services de la crèche de la Guisane, de la crèche des Petites Boucles, de la fourrière automobile, de la maison des saisonniers, du siège Altipolis, des Beaux-Arts, du conservatoire, du théâtre. Par exemple, la crèche de la Guisane, un risque est coté en rouge, la livraison des repas, réfléchir à la mise en place d'une avancée pour protéger l'agent en cas de déchargement du toit. Ou des commentaires qui sont marqués, pose d'un câble chauffant à justifier pour éviter que le toit reste chargé en neige. Donc voilà, on a toutes ces choses qui sont cotées, il va falloir qu'on y travaille et qu'on puisse avancer sur ces cotations qui, je vous le rappelle également si vous n'êtes pas au fait, sont cotées de vert à rouge, et rouge c'est vrai que ça présente un risque important et immédiat et qu'il faut qu'on arrive à y pallier. Le deuxième plan d'action pour 2018, c'est les risques psychosociaux, dits RPS. La collectivité, depuis 2015, s'est lancée dans un vaste programme autour des RPS. Plusieurs actions ont déjà été menées, plusieurs études, et on s'est attaché également les services du centre de gestion pour mener à bien cette mission. Il est vrai que la volonté à la fois des représentants du personnel et des élus, c'est que ces RPS soient également intégrés au sein du document unique. C'est chose faite depuis l'automne dernier.
Et donc, par rapport à ces cotations, il a été décidé de mettre en place des groupes de travail. Des groupes de travail qui allaient donner des pistes, et un groupe de travail s'est réuni le 5 décembre 2017 et a donné des pistes pour les travaux qui allaient être mis en place pour les plans d'action 2018. Il se trouve que pour 2018, il y aura des actions spécifiques concernant le service des déchets collecte, les crèches de Briançon et crèche Guisane. Il est vrai qu'on ne pouvait pas travailler sur l'ensemble des structures. Il y a eu une réunion plénière dans cette même salle il y a plusieurs jours avec l'ensemble des personnels qui étaient conviés. Nous avons fait une restitution des diagnostics qui nous avaient été réalisés au cours des 2 dernières années, et nous avons présenté les plans d'action dans lesquels il a été bien stipulé que c'est vrai que cette année les efforts seront portés sur le service déchets crèche Briançon et Guisane, mais que les autres services feront aussi l'objet de considération par le biais de leur chef de service ou chef de pôle, qui pourront également améliorer les cotations et les risques, la diminution des risques psychosociaux. Le bureau a donné un avis favorable en date du 22 janvier et le conseil communautaire est appelé à se prononcer sur ces sujets-là. Je préciserai simplement à l'ensemble des conseillers que, étant accompagné par le centre de gestion qui a une vision globale sur l'ensemble du département, il se trouve que la collectivité, notre communauté de communes, est la seule collectivité qui est en avance sur ces RPS et qui a intégré les RPS au sein de son document unique, et on a été félicité du travail qui a été accompli. Voilà. Bravo. Pas de questions, pas de compléments, d'informations. Je crois qu'il faut effectivement féliciter le travail qui a été fait, parce que c'est pas facile. Et puis le rendu qui en a été fait a mobilisé au moins une 50aine de personnes. Donc effectivement, ça prouve bien qu'il y avait un vrai débat et qu'il y a un véritable intérêt pour ces questions. Voilà, s'il n'y a pas d'intervention, je mets la délibération aux voix. Quels sont ceux qui sont contre ? Qui s'abstiennent à l'unanimité. Je vous remercie. C'est maintenant Olivier Fons qui va nous parler du débat d'orientation budgétaire qui, comme son nom l'indique, est un débat qui n'est pas sujet à vote, mais qui est sujet effectivement à intervention des uns et des autres pour pouvoir débattre de ce que sera le prochain budget primitif. Bien, merci. Effectivement, avant le débat, il faut qu'il y ait un rapport d'orientation budgétaire. Aujourd'hui, le cadre réglementaire et juridique prévaut à l'élaboration du budget primitif, et effectivement, en cas d'absence ou de manquement aux obligations du débat, toute délibération relative à l'adoption des budgets primitifs serait considérée comme illégale. Donc on a effectivement un document qui vous a été remis, qui représente l'ensemble de ce rapport. Donc on va essayer de le synthétiser parce qu'il représente quand même plus d'une centaine de pages, donc ce serait peut-être un peu rébarbatif. Donc sur le principe, au niveau du déroulement, on s'attache, si vous voulez, à l'environnement économique mondial, national et des collectivités. Sur le plan mondial, la croissance au niveau mondial, effectivement, devrait perdurer et enregistrer une croissance de 3,7% en 2017. Sur le plan France, l'INSEE table dans sa dernière note de conjoncture, publiée en septembre 2017, sur une croissance de 1,7% en France, croissance qui est donc au plus haut depuis 2011. Selon le gouvernement, le déficit public devrait refluer en 2018 à 2,6% du PIB, après 2,9% en 2017. Au niveau des collectivités locales, les dépenses de fonctionnement ont diminué de 0,3% en 2016 et elles devraient progresser de 1,5% en 2017, principalement sous l'impulsion des revalorisations de la masse salariale, de la reprise de l'inflation et de la montée en puissance de certaines compétences. L'augmentation de 2% des charges de personnel, malgré une faible hausse des effectifs, provient de mesures gouvernementales. Augmentation du point d'indice de la fonction publique, augmentation du taux patronal de contribution à la caisse de retraite
des agents des collectivités locales et mise en place d'un protocole parcours professionnel, carrière et rémunération qui entraîne notamment une revalorisation des grilles salariales, mais qui nous est imposée. En 2017, les dotations de l'État versées aux collectivités locales diminueraient de 5,2% en lien avec le prélèvement opéré sur la DGF au titre de la contribution au redressement des finances publiques. Au niveau des groupements à fiscalité propre, on s'est aperçu qu'en 2017, sous l'impulsion de la loi NOTRe, un certain nombre de regroupements ont été faits. Et effectivement, on passe de 2063 collectivités territoriales à 1264 en un an. Il en est de même au niveau des collectivités locales, puisqu'effectivement un effort de regroupement est engagé. Pour ce qui concerne la loi de finances 2018, elle a été présentée en septembre 2017 en Conseil des ministres. Elle a été adoptée le 21 décembre 2017. Il s'agit de la première loi de finances du quinquennat, loi de finances qui affiche une triple volonté de redresser durablement les comptes publics, de se placer dans une logique de sincérité budgétaire et d'aller vers une transformation en profondeur des services publics. De ces prévisions, le gouvernement parie sur une croissance économique de 1,7 en 2018, avec une baisse d'impôts inédite, et qu'elle soit effectivement liée à l'ISF, qu'elle soit liée à la flat tax au niveau des dividendes ou de l'impôt des sociétés, et également au niveau des ménages, elle est complétée par une suppression progressive de la taxe d'habitation pour 80% des foyers. Donc vous avez effectivement toutes les données chiffrées qui vous ont été établies. Pour ce qui concerne les dotations, le total des dotations de l'État diminue de 4 milliards d'euros environ. Bon, je passerai sur toutes les subventions, les différentes subventions d'investissement, fonds de compensation de TVA, taxes d'habitation. Tout ça est détaillé effectivement dans le document qui vous a été joint. Par contre, pour ce qui est de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022, là les objectifs ont été fixés. L'État, par le biais de cette loi de programmation, fixe 3 objectifs au budget principal des collectivités. Premièrement, maîtrise des dépenses de fonctionnement consolidées. La loi prévoit effectivement que l'évolution des dépenses de fonctionnement se situe à 1,2 maximum de % par an, inflation comprise, jusqu'en 2022. Il est vrai que c'est une gageure, mais enfin c'est écrit. Recul de l'endettement, la loi de programmation des finances publiques prévoit d'encadrer plus strictement l'endettement des collectivités territoriales afin d'évoluer vers une diminution de cet endettement de 32% de la dette à l'horizon 2022 à l'échelle nationale. Afficher également une capacité de désendettement inférieure à 12 ans, donc pour rester dans des normes acceptables. Un pacte financier est également prévu, mais certainement orienté sur les très grosses collectivités dont les dépenses de fonctionnement dépassent 60 millions d'euros, ce qui n'est pas notre cas. Dans le cadre de ce rapport, on doit également se pencher sur la composition des ressources humaines de notre collectivité. Donc vous avez tout un tas de tableaux qui vous ont été établis sur l'évolution des effectifs, les âges moyens des effectifs de la collectivité, la possibilité de recours aux emplois aidés, les règlements intérieurs de fonctionnement qui ont été débattus, les avantages en nature avec des délibérations prises en conseil communautaire le 14 novembre 2017. On peut peut-être effectivement, puisqu'on a été aidé par un cabinet de conseil Klopfer relatif effectivement à l'évolution de notre comptabilité en rétrospective et en prospective, on peut en faire une synthèse sur les années 2014-2016. Cette synthèse d'ailleurs a été débattue en conseil communautaire, donc on va l'éluder un petit peu plus rapidement. Voilà, et arriver effectivement sur les conclusions de cette étude, qui est effectivement la plus significative sur l'état
des finances de la collectivité qui peut être jugée bonne. Pour les prévisions, on a donc un plan pluriannuel d'investissement qui doit être pris en compte, et en fonction des directives de l'État, il faudrait qu'effectivement nos dépenses de fonctionnement soient stabilisées à plus 1,2%, ce qui va être très très difficile, mais on peut encore faire quelques petits efforts. Pour ce qui est de l'endettement, il faut qu'effectivement qu'il soit contenu, comme on l'a dit, pour que son amortissement puisse être envisagé sur un maximum de 12 ans. Et enfin, cela concerne, si vous voulez, comment on pourrait appeler ça, la capacité d'investissement. L'autofinancement de la collectivité ne devrait pas dépasser 5 millions d'euros annuellement sur la période prospective jusqu'en 2022. Donc plusieurs scénarios ont été imaginés dans le plan pluriannuel d'investissement. Le premier scénario consistait à engager les dépenses prévues dans ce plan, et en ce qui concerne l'aménagement du théâtre, 2 options possibles: une rénovation du théâtre, une reconstruction d'un théâtre beaucoup plus propice à cette activité-là. Les 2 scénarios sont imaginables dans les recommandations du groupe Clopfer et rentreraient dans les préconisations de l'État. Donc je pense qu'après ce sera un débat simplement de décision communautaire, mais l'un comme l'autre ne perturberait pas fondamentalement les équilibres de la structure. Si nous restons bien évidemment dans une perspective d'investissement de l'ordre de 20 millions sur la période 2018-2022. Bien, merci. Donc effectivement, rappeler qu'aujourd'hui quand même nous avons une épargne brute de 2,5 millions, un capital à rembourser de 700 000 euros, ce qui fait quand même une épargne nette d'1,9 million, et que donc ça nous permet effectivement de voir venir comme il faut les investissements futurs. Il y a un certain nombre d'investissements que nous aurons à choisir dans les investissements qui vous sont proposés aujourd'hui. Comme l'a dit Olivier Fons, le point fondamental, c'est le choix que nous aurons à faire entre restructuration du théâtre ou construction d'un théâtre neuf, en y adjoignant les services du conservatoire et des beaux-arts, puisque ceux-ci sont aujourd'hui dans des conditions de logement et de travail qui sont extrêmement délicates, difficiles, voire même toxiques pour ce qui est des beaux-arts, parce qu'il y a des problèmes de ventilation importants, et avec certains produits utilisés, quelquefois c'est pas terrible. Donc aujourd'hui on peut dire que, et on l'a déjà dit dernièrement quand on vous a exposé effectivement le contenu de l'étude qui a été faite pour nous par le cabinet Clopfer. Aujourd'hui, on a des finances qui sont saines et qui vont nous permettre, comme les différents scénarios que vous pouvez voir dans le document, qui nous permettront demain effectivement d'envisager des investissements qu'on peut imaginer en termes de construction neuve autour de 12 millions et en termes de restructuration autour de 4,5 millions, 5 millions. Voilà, sur ces points, ce que j'avais à préciser. Le débat est ouvert, comme le dit Olivier. Il est quand même à noter que l'action menée depuis 2014 sous l'impulsion d'Olivier au niveau des finances a permis quand même d'arriver sur cette situation qui est saine, puisque je vous rappelle les efforts, il y a eu des efforts qui ont été faits à la fois au niveau du fonctionnement, à la fois au niveau des collectivités. En 2014, les collectivités, il y avait une reversion à l'ensemble des collectivités pour des projets d'investissement, et les collectivités qui n'en bénéficient pas touchaient 10 000 euros. Tout ça a été remis dans le pot également, je crois que ça représentait à peu près 500 000 euros. Donc tous ces efforts-là font que on arrive également à cette situation. Il y a quand même un point intéressant dans ce que le cabinet nous a présenté, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais c'est que l'effort de désendettement en fait finalement repose principalement sur les collectivités territoriales. L'État se dit que c'est compliqué pour eux, donc ils resteront à 77%
7% de la force d'endettement, et les régimes sociaux en payeront une partie, mais le gros de l'effort, c'est les collectivités territoriales. Et c'est quand même assez impressionnant, parce que nous, on est un tout petit bout du bout, quoi. Et il me semble que sur nos capacités, et notamment on a eu ce débat-là en commission AGF, à l'heure actuelle nos capacités de désendettement sont de l'ordre le ratio présente 2 ans et demi, je crois, ou 4 ans, c'est ça ? 4 ans, 4 ans et demi, donc on est sur des ratios qui sont quand même assez tenables, et du coup si l'État nous impose certaines choses, parce que il me semble de ce que tu as dit, Olivier, ce 1,2% d'augmentation et ce désendettement, pour l'instant les collectivités les collectivités cibles, je crois que c'est 340 collectivités qui vont contractualiser avec l'État, si ces seuils ne sont pas respectés, je pense qu'au niveau de la contractualisation, il va y avoir un élargissement de la base, et toute la question à se poser, c'est est-ce qu'on conserve, est-ce que nous, au niveau local, on reste dans ces 1,5, ou est-ce qu'on essaye d'améliorer, ou est-ce qu'on peut dériver sur une année de telle sorte à remettre à niveau? Moi, je pense qu'il faut qu'on reste assez proche de ces 1,2 pour pas qu'on dégrade dans le futur une éventuelle pénalisation de la part de l'État sur les dotations globales, quoi. Mais il faudra sûrement intégrer quand même en 2018 des charges particulières liées au déneigement. Ça, il ne faudra pas y échapper. Au niveau de la masse salariale, on a vu qu'effectivement les dispositions gouvernementales nous amènent à un dérapage de cette masse salariale, mais qui n'est pas lié à un sureffectif ni à un effectif en accroissance, enfin en accroissement si on veut, comme on veut, et puis que tenir les 1,2% va être une gageure quand même malgré tout, parce qu'un certain nombre d'investissements ont été différés dans le temps pour des questions de commodité au niveau des salariés. Je crois qu'il faut faire ces investissements aujourd'hui, tant en matériel qu'en équipement, et que on sera certainement dans la première approche faite sur les prévisions budgétaires, on est à pratiquement 800 000 euros de charges complémentaires à imaginer. Il est évident que là-dessus, des efforts vont être consentis pour les étaler dans le temps, mais ça veut dire qu'on sera certainement bien au-delà des 1,2%. Malgré ce, même avec un dépassement de charges de fonctionnement, si on reste dans le cadre d'un équilibre d'investissement et qu'on conserve la rigueur au niveau de l'endettement, on restera quand même dans des données acceptables gouvernementales. Oui, moi je voulais juste rajouter qu'au niveau des investissements, donc les perspectives sont d'investir 5 millions d'euros par an, mais pour investir 5 millions d'euros par an, il est très difficile de le faire sur plusieurs années qui se suivent. Puisque pour dépenser de l'argent, il n'y a rien à faire, il faut du temps, il faut monter des dossiers, il faut demander des subventions, et on voit bien, si on regarde un peu l'historique de la communauté de communes, nos investissements sont nettement inférieurs à 5 millions d'euros par an par le passé. Mais il n'y a pas d'autres questions. Ah, madame. Oui, merci Monsieur le Président. Moi, je voudrais attirer votre attention sur le fait que la communauté de communes est compétente aujourd'hui en matière d'assainissement et sera compétente demain en eau pluviale, voire en eau potable. Et elle va se trouver au cœur des projets d'aménagement des communes membres. La communauté de communes n'a pas vocation à arbitrer ces projets. Aussi, il conviendrait que les prévisions budgétaires de la communauté de communes intègrent les inscriptions nécessaires à l'accompagnement des projets des communes. Alors moi, je vous proposerais que dans la continuité de l'audit qui a été réalisé en 2017 sur les finances de la CCB, on lance rapidement une réflexion sur l'élaboration d'un pacte budgétaire et fiscal entre la CCB et ses communes membres. Depuis sa création, la communauté de communes a successivement intégré des compétences nouvelles
en mettant en œuvre des processus de transfert spécifiques, mais sans vision globale, des impacts des transferts successifs, ni sur les finances de l'intercommunalité, ni sur la capacité résiduelle des communes à apporter des projets de développement économique et touristique dont ils sont pourtant à l'initiative. Donc moi, ce pacte n'est pas une obligation, on l'a vu tout à l'heure dans la présentation que nous a faite Olivier, mais moi je pense que ce serait quand même utile d'avoir une vision de nos projets communaux, afin de les intégrer dans les prévisions budgétaires de la communauté de communes. Puisque les compétences déléguées aujourd'hui ont un vrai impact sur ces projets. Oui, en fait, ce que vous nous proposez, mais c'est ce qu'on fait quand même un petit peu déjà, c'est un plan pluriannuel d'investissement, mais au-delà. Et effectivement, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a des actions qui sont à mener, qu'elles existent, hein, dans les grosses actions à mener et qu'on traîne depuis un moment, il y a le pilon, par exemple, hein, et d'autres opérations derrière, qui sont des opérations lourdes. Et puis, il y a des projets à venir. Vous l'avez dit, on va avoir des compétences nouvelles qui nous ont imposées. Il y a GEMAPI, entre autres. Il y a le problème des eaux pluviales. Il y a le problème de l'eau. Qui, même si aujourd'hui, pour ce qui est de l'eau, il y a un débat parce qu'un certain nombre de communes, pour l'instant, refusent que cette compétence leur échappe, ce qu'on peut comprendre. Il n'empêche qu'effectivement, la communauté de communes sur ce sujet a fait un travail d'étude. Chacun sait aujourd'hui où il en est. Voilà. Donc c'est bien, ce travail il est fait. Aujourd'hui, les communes savent quelle est leur situation vis-à-vis du problème de l'eau et de la distribution de l'eau. Après, c'est aux communes de choisir l'usage qu'elles feront de cette étude et leur volonté ou pas de se regrouper pour gérer l'eau en commun ou au contraire conserver la gestion individuelle de l'eau. Donc, il y a effectivement des sujets importants. Le pluvial, c'est un sujet excessivement important parce que très peu de communes aujourd'hui ont un véritable pluvial. Et que donc la question se posera demain des contraintes qui tomberont sur les communes qui n'ont pas de pluvial, c'est-à-dire qui mélangent de l'eau pluviale ou qui rejettent directement du pluvial sans avoir fait un minimum de traitement. Enfin, donc il y a tout un tas de positionnements aujourd'hui. Donc le pluvial, l'eau, GEMAPI, GEMA ou PI ou GEMAPI complet. Tous ces éléments-là font que, effectivement, il y a des compétences nouvelles qui vont tomber sur nous et qui nécessitent qu'effectivement on ait une vision à plus long terme et pas simplement à court terme ou moyen terme de ces différents points. Moi, je voulais juste souligner le fait que le transfert de ces compétences implique que la communauté de communes a des décisions à prendre financières dans les projets communaux. Et que, bien évidemment, nos projets doivent être menés de concert avec la communauté de communes. Et le fait d'établir ce pacte financier permettrait d'avoir une vision à moyen et à long terme des besoins communaux. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'investir, parce qu'on est des communes touristiques, et on a besoin d'investir économiquement pour demain, c'est important. Et ce serait quand même dommage qu'on ne puisse pas mener nos projets communaux parce qu'on n'a pas eu les débats ou les éléments pour que la communauté de communes, elle, puisse prévoir les investissements dans les compétences qui lui ont été déléguées. Voilà. Oui. Donc c'est simplement, moi je demande simplement qu'il y ait une mise en place. Mais je pense qu'il faut aller au-delà du débat, c'est-à-dire qu'il faut que, effectivement, un pacte. C'est possible dans les grandes communes et je trouve que c'est quelque chose qui peut se faire simplement. Il est à double entrée, c'est-à-dire qu'il faut qu'à la fois que les communes acceptent de mettre à disposition de la communauté de communes un certain nombre de choses pour que la communauté de communes puisse intervenir dans les communes. Donc, moi, c'est bien mon idée. Si c'est votre idée, je la partage complètement. Maintenant, il faut l'exprimer clairement. Et dans quel secteur on est prêt aujourd'hui à favoriser cette complémentarité et ce travail en commun? Ne serait-ce que sur les gros projets structurants des communes, je pense que ce serait... On a déjà tous aujourd'hui une vision, on a tous un plan pluriannuel d'investissement et on a tous une vision à peu près claire de nos investissements à venir. Et je pense que si d'ores et déjà on pouvait exprimer
autour d'une commission ou mais pas seulement le SCOT. Hein. Je crois qu'aujourd'hui on restructure une rue dans nos villages, la communauté de communes sera complètement impactée. Donc il est important, autant pour vous que pour nous, enfin en tous les cas pour nous tous, pour nous et pour nous, qu'on puisse échanger en amont pour qu'on n'ait pas les uns et les autres de mauvaises surprises et que les projets ne soient pas bloqués simplement par un manque de communication ou de vision